Bonjour, bienvenue. Nous allons parler à 3 auteurs au sens large qui sont à la fois des écrivains et des réalisateurs qui ont une double vie et j'ai envie de le dire comme ça, une double langue. Ce sont 3 personnes bilingues que nous avons réunies aujourd'hui. Gérard Mordillat, Atik Raimi et Ilan Duran-Cohen. Et j'ai demandé à Maria Moutot d'animer cette rencontre parce que Maria connaît le cinéma du côté des gens qui le fabriquent. Maria est assistante réalisatrice et assistant réalisateur chargé des repérages, ce qui n'empêche pas d'avoir aussi un œil artiste puisqu'elle est aussi photographe. C'est aussi quelqu'un qui a au moins une double vie, sinon plus. Donc ça me paraissait bien de faire coller ça ensemble. Je vous souhaite une très belle table ronde. Ne vous inquiétez surtout pas de l'heure, puisqu'on est à la maison, donc c'est nous qui lançons le film après. Donc on ne va pas lancer le film tant qu'on n'aura pas fini de se parler. Voilà. Bon après-midi. Eh bien, bonjour et merci à vous d'être là, amené par le vent. Nous évoquons ici depuis 3 jours les liens amoureux, passionnés, violents, qu'entretiennent entre eux le cinéma et la littérature. Nous avons entendu et nous avons joué avec des mots comme fidélité, trahison, fusion, passion, vampirisation. Nous avons aujourd'hui 3 invités qui, j'espère, on va pouvoir s'approcher de ce mystère. Donc du coup, de 3 personnes qui cohabitent, circulent les 2 langues, ces 2 langages de littérature et de cinéma, et de ce qui est écrit et de ce qui est donné à voir. Et peut-être aussi, franchement, se poser la question de où se cache l'auteur quand le réalisateur tourne. Et vice-versa. Ilan Duran-Cohen, vous avez fait des études de cinéma à New York. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages et un long-métrage avant de publier un premier roman, ici à Actes Sud, Chronique haïtienne. Vous avez ensuite alterné cinéma, écriture, dans un rythme assez soutenu. 4 romans, 6 films pour la télévision, pour le cinéma. Mais par contre, et on le verra contrairement à vos 2 camarades, vous n'adaptez pas vos romans au cinéma. Et je pense que vous ne souhaitez pas que d'autres le fassent. Donc ça, pourrait être une des questions à aborder. Atik Raimi, vous êtes né en Afghanistan, vous avez fait vos études dans le très prestigieux lycée français à Kaboul, avant de fuir clandestinement le pays pendant la guerre avec les soviétiques. Vous avez fait en France des études à la fois de lettres et à la fois d'audiovisuel. Vous avez aussi réalisé plusieurs courts-métrages ou de films documentaires avant d'écrire votre premier roman, Terres et cendres, que vous avez assez rapidement vous-même adapté au cinéma. Votre roman Singé Saboul, La pierre de patience, qui a obtenu le prix Goncourt en 2008. Nous aurons la chance de voir le film que vous avez tiré du livre cet après-midi. Et Gérard Mordillat, vous avez tellement d'instruments, vous jardinez tellement de jardins différents que je ne sais même pas dans quel ordre les citer, ou même s'il y a un ordre à trouver. Vous écrivez des romans autobiographiques, très personnels, mais vous écrivez aussi des essais, ou des grandes enquêtes. Vous réalisez des films documentaires, des séries documentaires et des films de fiction qui sont soit des scénarios originaux, soit des adaptations littéraires. Et vous avez aussi adapté vos propres romans au cinéma. Vous écrivez de la poésie. Et nous verrons votre dernier film adapté d'une pièce de théâtre
Ce qui est là aussi peut-être encore un nouveau langage à trouver. Et donc, Atik Rahimi, je vais peut-être commencer par vous. Est-ce que vous avez toujours su que ces deux langues du cinéma et de la littérature étaient les vôtres et que vous alliez, de façon évidente, naturelle ou pas, utiliser les deux? Oui. Ben, écoutez, je reviens à cette question, que ce rapport entre littérature et cinéma. Je crois à une chose, à cette étrange évidence. Bon, si c'est évident, ça ne peut pas être étrange, mais quand même, pour moi, c'est une étrange évidence qui est, je crois, chaque événement, chaque histoire, chaque réalité, pour pouvoir exister, a besoin d'être raconté. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, je crois. Donc, justement, pour montrer dans un film une réalité, une histoire, d'abord, je dois le raconter. Donc, d'emblée, le réalisateur a en lui, justement, ce j'aime de conteur, de romancier. Donc voilà, ça je crois que c'est obligatoire. Non seulement pour lui-même, mais aussi, par exemple, comment présenter un film à un producteur, comment présenter un projet à un producteur. Donc maintenant, c'est l'histoire de pitch, donc de tout ça, il faut savoir raconter une histoire. Ça c'est bon. Quelques réalisateurs ont essayé de faire des films sans histoire. Bon, évidemment, ça a terminé comme des films expérimentaux. Ça n'a pas eu donc comme ça, un grand public. Donc, oui. Et de même, je crois que un réalisateur, donc un romancier, quand il se met à écrire, il fait son cinéma d'abord dans sa tête. Donc, pour ce qu'on appelle dans le jargon littéraire, pour donner l'effet réel. Donc, il est obligé quand même d'imaginer un décor, de mettre ses personnages dans ce décor, réfléchir justement à la lumière, d'écrire des situations. Comme par exemple, quand on lit Maupassant, j'ai l'impression que ça y est, il pensait à un film. Hein, certes, mais tous les romanciers n'éprouvent pas l'envie, le désir, la pulsion, la nécessité de faire le film. Oui, je sais, mais c'était déjà, c'est un rapport assez étroit entre les deux. Après, bon, ça c'est, par exemple, ce qui me concerne moi. Pourquoi je me suis lancé d'abord au cinéma. C'est vrai que j'ai commencé très jeune à écrire des petites histoires, des récits. Mais quand je suis arrivé en France, ici, je parlais pas bien le français. J'étais au lycée franco-afghan, mais malheureusement, après l'invasion soviétique, les Français ont quitté l'Afghanistan et nous, on est resté avec les profs afghans et les Russes qui ensuite y enseignaient le russe dans cette école. Donc, arrivé en France, je ne pouvais pas écrire en persan. Pour qui, pourquoi? Je ne pouvais pas écrire en français non plus. Donc, je me suis orienté vers le cinéma pour avoir un moyen de m'exprimer, de raconter l'histoire, de me raconter. Donc, c'était ça. Et c'est pourquoi donc, j'ai fait des films publicitaires au début, juste pour gagner ma vie, et puis m'introduire dans le milieu du cinéma. Mais en 1996, quand j'écris Terre et Cendre, mon premier roman, c'était étrange, parce que pour écrire ça, je pensais toujours à une image, à une photo que j'ai ratée en 80 en Afghanistan. Donc, je voyageais dans le nord d'Afghanistan pour faire un reportage pour la presse écrite jeunesse. Et sur un pont, j'ai rencontré un vieillard et un enfant, et je voulais les prendre en photo, parce que leur position avec cet éclairage et dans leur visage, je ressentais un peu tous les drames de la guerre. Donc, mais mon appareil de photo ne marchait pas. Et j'ai raté cette photo. Et par contre, ces deux visages, ces deux regards, étaient incrustés en moi. Donc, et plus tard, quand j'ai commencé à écrire
intéressante, c'était ces deux images ratées qui me venaient toujours c'est dans l'esprit. Le premier plan de film, de roman aussi. Donc. Et ensuite, quand j'écris le livre qui était sorti, lors d'une rencontre littéraire, une jeune lectrice a fait une remarque intéressante. Parce que j'écris tout le livre en deuxième personne. C'est-à-dire le narrateur tutoie tout au long du récit le personnage. Et cette jeune lectrice me dit qu'elle avait l'impression que le narrateur, moi, Atiq Rahimi, était un réalisateur qui donnait des ordres à ses personnages. Allez, maintenant, lève-toi, regarde ce côté, va, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, à cette époque, j'avais je faisais des films documentaires, mais je voulais aussi raconter une histoire qui venait de moi, par le film, par le cinéma. Et j'étais un réalisateur frustré. Voilà. Oui, donc le réalisateur était déjà caché juste derrière le romancier, l'auteur. Voilà. Et là, c'est vrai qu'après, quand je fais du film, alors là, je deviens, par contre, l'auteur, écrivain. Oui, j'écris. Quand j'écris, je suis cinéaste, et quand je filme, je suis écrivain. Parce que d'un seul coup, je travaille énormément avec avec mes acteurs, mes actrices, et de temps en temps, je leur lis carrément des passages de livres. Je me rappelle même dans Terre et Cendres, je travaillais avec mon acteur principal était un vieillard afghan qui n'avait jamais joué dans un film. Il était en plus analphabète. Donc, je lui lisais justement mon roman. Donc, et c'est comme ça. Donc c'est une expérience en fait de cohabitation extrêmement réussie. Ça, je ne sais pas si c'est réussi, mais les deux s'entendent bien, en tout cas chez vous. Non, c'est toujours conflictuel. C'est les deux. Et heureusement, tout à l'heure, on a dit on a double vie. Bah oui, celui qui a double vie, évidemment, il ne peut pas vivre dans la fidélité. Donc c'est normal. Donc je me trahis énormément et toujours on est ces deux aspects de ma personnalité sont en conflit. Mais il y a du plaisir à être bien trahi. Oui, pourquoi pas. Puis c'est étrange parce qu'au cinéma, quand on fait un film, on devient un enfant gâté. Je l'avoue. En tout cas, moi, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que je suis cet enfant avec ses Lego. D'ailleurs, même les Lego, on peut l'écrire même avec l'apostrophe. Voilà. On fait on joue avec ça. Il y a 200 personnes à notre disposition. On crie, on casse les choses, etc. Après, quand on écrit, on est tout seul. Et cet ego prend une bonne gifle. Et on est face au mot, donc on est face à cette page blanche, cet écran blanc. Et cet ego n'existe plus. Donc on pleure pour trouver un mot. Il n'y a personne avec qui je puisse partager mes doutes, mes incertitudes. Alors qu'au cinéma, non. C'est une question que j'aurais aimé vous poser, Ilan. Est-ce que dans cette succession effectivement d'écriture, de films, est-ce qu'on peut imaginer que le cinéma vous repose de la littérature et vice-versa? Je me demande encore, je me pose encore la question parce que moi j'ai pas du tout trouvé l'équilibre qu'Atiq a trouvé. Je pense que le romancier déteste le cinéaste chez moi et le cinéaste déteste le romancier. Donc ils ne peuvent pas se supporter. Je suis complètement en conflit permanent sur ce que je fais. Quand je fais du cinéma, je me dis tu devrais quand même écrire parce que là tu perds du temps, tu devrais écrire des romans, c'est plus important. Et quand j'écris mes romans, je me dis c'est quand même sympa le cinéma, il y a plein de monde, je suis pas seul, je suis entouré. C'est un autre voyage quoi le cinéma. Donc et j'ai pas encore trouvé l'harmonie entre les deux, pour dire la vérité. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de me poser des questions là-dessus. Parce qu'on se pose toujours cette question, est-ce que tu es plutôt romancier, tu es plutôt cinéaste, tu es plutôt romancier, j'ai pas Donc je laisse les autres décider pour moi et puis je vais... Donc l'alternance, pendant très longtemps, j'ai alterné roman et cinéma et comme les romans, c'est quand même plus difficile, pour moi en tout cas, à faire et à entreprendre,
le cinéma. J'ai fait pour la première fois il y a quelques années un film que je n'avais pas écrit et que les gens ont trouvé très bien. Ils me disent tu devrais plus écrire, fais juste du cinéma. Alors ça m'a donné une bonne petite claque. C'était une biographie sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui s'appelle Les Amants du Flore que je n'ai pas écrit. Donc les gens ont dit oh c'est très très bien, c'est mieux que tes films. Je dis bon d'accord, ok. Et donc depuis j'ai arrêté un peu l'écriture. J'ai enchaîné des films et puis maintenant je suis de retour à l'écriture parce que ça me manque, parce que le fait d'être seul face à soi, face à la page blanche, c'est quand même l'essentiel de la création pour moi. Un film n'est pas tout à fait personnel. Je ne sais pas si vous avez la même sensation, mais c'est quand même vous engager des gens qui sont aussi des créatifs et qui interprètent votre volonté, vos désirs, mais c'est jamais tout à fait ce que vous voulez. Donc c'est pas exact. On est toujours un peu trahi dans un film. Un roman, on n'est pas trahi. Et il faut partager quelque chose. Voilà, c'est l'école du partage, un film, même si on est le dictateur en haut de la pyramide, mais bon, vous vous entourez de gens qui ont du talent, et puis à un moment donné, vous les laissez eux aussi interpréter ce que vous avez écrit sur un scénario, dans un scénario. Donc, c'est forcément pas exactement aussi proche que l'écriture du roman. Et donc, ce serait parce que c'est un peu plus visiblement conflictuel pour vous, ces deux outils, que vous n'adaptez pas vos romans. Alors pourquoi j'adapte pas mes romans? Parce que je me trouve déjà très narcissique, trop narcissique. S'il fallait en plus que je m'adapte au cinéma, j'en sortirais pas. Donc j'essaye de cloisonner les deux mondes. Et j'ai pas envie de me trahir moi-même, en fait. Un roman qui est adapté au cinéma, c'est forcément une trahison. On peut pas tout mettre. On doit écrire des choses. Et j'ai pas... Dans le quotidien, je me trahis beaucoup. Donc au moins dans les romans, l'art, autant rester le plus pur possible et que les romans restent des romans et que les films soient des films. Et du coup, l'idée de partager le roman et de le confier à un réalisateur, ça c'est quelque chose encore qui est un autre enjeu, notre défi. Ce qui est très étrange, j'ai fait un film qui s'appelle La confusion des genres il y a quelques années, et tout le monde pensait que c'était un roman, donc ils venaient chez Actes Sud demander le roman, qui n'existait pas. Donc les gens pensent que je m'adapte, mais non, quand le scénario est original et je me suis jamais adapté. J'y arrive pas. Est-ce que vous avez pensé, je parle de La confusion des genres en l'occurrence, à écrire le roman après avoir fait le film? Écoutez, après La confusion des genres, les gens pensaient tellement que c'était un roman à l'origine que je me suis dit bon, je vais écrire le roman. Mais comme j'en pouvais plus du film, je me suis arrêté, je suis passé à autre chose. J'ai écrit un roman qui s'appelait Le Fils de la Sardine et qui était tout d'un coup un autre univers qui m'a amené ailleurs. Donc vous avez arrêté le projet. Voilà, il faut arrêter Je suis pas dans l'exploitation à outrance de mon œuvre, non plus. Donc. Oui, non, mais je sais, mais c'était une drôle d'expérience de penser. Bon, à chaque fois que je fais un film, les gens pensent que c'est un roman à la base. Donc je pense aussi que je ne suis pas adapté. Mes romans ne sont pas non plus adaptés au cinéma parce que je pense que les réalisateurs n'osent pas venir y toucher, mais j'aimerais bien voir peut-être quelqu'un venir m'adapter. Pourquoi pas, ça serait intéressant de voir la vision d'un autre sur ce que j'écris. Mais je sais pas, j'ai pas de proposition. Et Gérard, alors pour vous, comment se passerait cette cohabitation ? Moi, j'ai le sentiment, j'ai entendu tout à l'heure le mot polyvalence, j'ai entendu parler de langue, etc. Sincèrement, pour moi, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression, je pense toujours à cette phrase de Mallarmé, qui disait à propos de la danse et de la poésie qu'elle s'allumait pour lui de feux réciproques. Eh bien, pour moi, la littérature et le cinéma s'allument de feux réciproques. Et je pense qu'il n'y a aucun hiatus entre ma façon d'écrire et ma façon de faire des films, que c'est tout un. Et que si je dois résumer ce que je fais, je dis toujours j'écris. Alors, cette écriture prend parfois la forme romanesque ou la forme littéraire, d'essai, et puis d'autres fois la forme cinématographique. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est de l'écriture. Et
J'ai toujours eu cette relation finalement à l'écriture, soit comme lecteur, soit comme auteur, soit comme spectateur de cinéma, mais je vois ça comme une écriture et je ne vois pas pourquoi plutôt je me priverais de ce mode d'expression qui est finalement aujourd'hui à notre portée. Et je pense que si on réfléchit au XIXe siècle, bien des romanciers, s'ils avaient connu le cinéma, auraient été aussi des cinéastes. Il n'y a pas de raison de s'interdire ce genre de choses. Et là aussi, je souriais en écoutant dire que quand on tourne, on est avec des tas de gens. Moi, je pense que c'est tout le contraire, que on est bien plus seul lorsqu'on tourne, parce qu'on est seul en compagnie, alors que lorsqu'on écrit, on est seul avec soi-même et que finalement, ça fait jamais que deux. Donc, ça va très bien. Et puis, il y a un aspect quand même diététique extrêmement important qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on écrit, on grossit et que lorsqu'on tourne, on maigrit. Donc, si on veut avoir une bonne santé, il y a intérêt à faire les deux. Oui. Et je me souviens que je crois que c'est Rivette qui dit qu'on n'a jamais le même corps à chaque film. Certainement, oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Oui, je pense que c'est ça. Mais là aussi, juste pour revenir un instant sur l'idée d'adapter ses propres livres, moi j'ai adapté mes livres toujours avec une perspective finalement de retour critique sur ce que j'écrivais. C'est-à-dire d'avoir une autre lecture, une lecture qui remette en cause finalement ce qui a été écrit, et puis surtout avec l'idée de jeter le livre par la fenêtre et de créer quelque chose qui ne puisse exister que par le cinéma. Je n'ai jamais cherché autre chose que ça. Quand j'ai publié mon premier livre, Vive la sociale, le livre a été un succès, sauf que moi j'ai été déçu par le livre. Enfin, je pensais que ce n'était pas ça. J'ai pensé le refaire par d'autres voies. Je l'ai fait par la voie cinématographique. Ça a été à nouveau un succès et à nouveau ça me paraissait pas ça. Et lorsque on m'a proposé de le publier en livre de poche, j'ai accepté à condition d'entièrement le réécrire. Puis je l'ai réécrit 10 ans après, une autre forme, pour une nouvelle édition. Il va y avoir une nouvelle édition dans laquelle j'ai encore fait des modifications. Donc j'ai ce rapport finalement de travail critique qui, je ne crois pas, renvoie au narcissisme, renvoie plutôt à l'objet vivant qui est un livre ou qui est un film. Alors c'est beaucoup plus dur pour les films de pouvoir refaire ce que l'on a fait et c'est le grand privilège de pouvoir recommencer. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en compagnie d'Antonin Artaud, puisqu'on avait prévu dans le financement du film que je puisse, à la fin du tournage, intégralement recommencer la première semaine de tournage. Puisque j'avais lu, je ne sais plus où, que Bergman faisait ça, et je trouvais que ça, c'était le privilège du privilège, parce que, ayant l'expérience du tournage, de pouvoir recommencer ce qu'on a fait la première semaine, c'est inestimable. Parce qu'on a tendance, et particulièrement en France, à croire que ça ira, mais ça ne va pas. Donc, au moins les Américains sont conséquents. Quand ça ne va pas, ils refinancent de retourner. On a tourné, je crois, 11 fois la fin de Top Gun pour que ce soit exactement comme il faut. Bien voilà, moi j'ai ce rapport-là au cinéma et à la littérature. Oui, d'autant qu'on... C'est intéressant parce que moi je suis vraiment à l'opposé. Je pense que quand le livre est écrit, c'est fini, c'est mort et on passe à autre chose. Donc c'est très intéressant d'entendre ce que tu dis. Moi j'avais deux grands modèles. Jules Renard, qui toute sa vie a réécrit Poil de carotte. Et d'ailleurs mon éditeur m'avait fait une merveilleuse édition de la Bibliothèque nationale qui montrait toutes les versions de Poil de carotte. Comment jamais Jules Renard a publié 2 fois le même texte. Il l'a écrit aussi sous forme théâtrale, aussi sous forme de monologue, etc. Et puis il y avait tous les passages du journal qui s'appelle Poil de carotte secret, qu'il aurait peut-être publié s'il avait vécu, etc. Puis l'autre grande référence, c'était William Faulkner, qui dans une interview à la Paris Review disait « S'il m'était donné de réécrire tous mes romans, je les réécrirais et en mieux ». Et c'est ce qu'il a fait, parce que Sartoris, il a réécrit, Étendard dans la poussière, il a réécrit Sartoris, et de Sartoris, il a réécrit, il a sorti de Sartoris Le bruit et la fureur, et du bruit et la fureur, et surtout de Sartoris, Absalon. Donc là aussi, un rapport très dynamique, critique par rapport à son œuvre, parce que je crois qu'il y a forcément une sorte
en tout cas pour l'auteur, d'insatisfaction. On ne peut pas, enfin oui, là ça serait du narcissisme d'être à ce point satisfait de la chose terminée. On en est satisfait au moment où elle est publiée ou au moment où elle est projetée. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, on a forcément un autre regard. Claude Sautet me racontait qu'il avait modifié le montage de tous ses films à chaque fois qu'il les avait vus à la télévision. Il retournait dans la salle de montage. Et moi, je crois qu'il faut ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que la chose est terminée. Ceux qui pensent ça, ça me fait sourire et je me moque volontiers d'eux, que ce soit terminé. Si c'est terminé, à ce moment-là, autant aller au cimetière, l'enterrer et oublier définitivement. Si je m'adapte, c'est pas pour justement corriger mes erreurs, mes fautes, des choses ratées, mais tant mieux s'il y a un livre raté, mais il y a un passage raté. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que le cinéma l'adaptation me permet de mieux comprendre. Juste pour préciser, je ne dis pas que c'est pour corriger, c'est faire un travail critique, c'est très différent. Pensez que Rembrandt a peint 3 fois les pèlerins d'Emmaüs. La première n'est pas ratée par rapport à la deuxième, par rapport à la troisième. Il cherche quelque chose de très particulier qu'il essaye de trouver dans la toile et il pense qu'il doit y revenir. C'est pas de l'ordre de la correction, scolaire, si je puis dire. Non, moi non plus, je parlais pas dans ce sens-là, mais justement de voir que là, maintenant, j'essaye d'améliorer cette partie, ce personnage qui n'était pas bien développé dans mon roman. Moi, je dirais qu'on écrit avec son inconscience, dans sa solitude, avec ses doutes et incertitudes. Et après, oui, dans le film, par contre, notamment dans l'adaptation, on essaye de trouver l'autre dimension de ce récit et l'autre dimension de ces personnages qu'on a créés. Parce que toujours, il y a de côté de mystère dans chaque histoire et dans chaque personnage. Et le cinéma me permet toujours de trouver, justement, et d'aller au fond de mes personnages. Pourquoi ? Parce que lors de tournage, quand je travaille avec mes comédiens, évidemment, ils viennent me demander, mais pourquoi je dois dire ça ? Alors, quand j'écris, justement, je me laisse comme ça, guider par mes personnages. Ce sont eux qu'à un moment donné prennent le pouvoir sur moi, sur mon écriture. Moi, je dis que toujours l'écriture commence au moment où l'histoire et les personnages m'échappent des mains. Donc, à ce moment-là. Et heureusement, par contre, dans le cinéma, on ne peut pas faire ça. Donc, parce que même le chef opérateur vient me voir, mais voilà, où je dois mettre la caméra. Il faut choisir. Et à chaque fois, il faut parler, discuter et réfléchir sur tout ça. Donc, pour moi, voilà, en gros, je peux même dire que le cinéma me permet de comprendre mieux mes livres, mes personnages, et aussi pourquoi j'écris, pourquoi j'imaginais cette histoire. C'est tout. Mais c'est vrai que le film a des contraintes tout à fait particulières et il a cette idée de finitude par rapport au roman, j'imagine, ne serait-ce que, voilà, on a un certain nombre de jours de tournage, on a un plan de travail qui est un programme et qui est daté. Donc on sait, parce que j'imagine qu'on commence un roman, on n'a pas la date de la fin de l'écriture. Par contre, c'est terriblement précisément inscrit au cinéma. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui modifie aussi même le désir de l'histoire ? C'est exactement comme la littérature à contrainte. Vous devez écrire un sonnet, vous savez que vous devez faire 2 quatrains et 2 tercets. Eh bien, au cinéma, vous savez que vous avez 28 jours pour tourner. Eh bien, voilà la contrainte. Et puis, la contrainte est créatrice dans ce cas-là. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, moi, j'ai jamais souffert de ça. Je veux dire, ça fait partie, je dirais, du travail, du métier, de savoir faire ça et de s'y préparer, d'être capable de mener ça tel qu'il faut par rapport à ce que l'on désire et en servant les acteurs le mieux que l'on peut. Enfin, aujourd'hui, tu peux rarement revenir sur ce que tu as tourné, quoi. Au bout de 28 jours, c'est fini, tu rends ta copie, il y a le monteur qui se débrouille avec ce que tu as tourné, mais tu ne peux pas revenir en disant, bon, ben là, je vais corriger. Donc c'est pour ça que, bon, l'œuvre, à un moment donné, elle sera achevée, terminée, et tout le monde passera à autre chose.
Oui, mais ça, c'est une des choses que moi je critique toujours dans la relation au cinéma, c'est-à-dire que on devrait et on pourrait justement prévoir dans le financement des films cette capacité de réflexion, de retour, de façon de remettre en cause que l'on a tourné et qu'on devrait pouvoir faire systématiquement. Et ceux qui l'ont fait dans l'histoire du cinéma ont toujours créé des œuvres qui, à mon avis, traverseront le temps. Le problème, parce que c'est l'état d'esprit en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, on dit ça ira, on va sauver au montage, mais on ne sauve rien au montage. Donc il faut simplement faire avec ce qu'on a. Et le faire avec ce qu'on a amène généralement à des choses qui sont insatisfaisantes. Donc je crois que si on peut refaire, reprendre, réfléchir, etc. Mais bon, là, on est dans un débat qui dépasse très largement celui-là sur le financement du cinéma, sur la perception, sur le rapport à l'œuvre qui existe. Mais c'est vrai que ça serait, enfin moi, la seule fois où j'ai pu faire réellement ça, ça a été un grand bonheur, un grand plaisir, et je pense que ça a permis aussi bien aux acteurs, aux techniciens, à tout le monde d'avoir ce sentiment d'avoir atteint quelque chose d'un niveau qui nous satisfaisait, en tout cas jusqu'au moment où on l'a fait, où ça a été projeté. Je ne dis pas que si on revoit ça dans 20 ans, on se dirait pas, tiens, là, on aurait mieux fait de faire autrement. Mais là, c'était quelque chose, enfin, il y avait un sentiment de plénitude. Parce qu'indéniablement, le cinéma est un instrument coûteux. C'est un sport cher, quoi. Ah, oui, c'est cher parce que... Enfin, le problème de l'argent, il est encore une fois celui de la contrainte. On sait qu'il y a temps et que dans ce temps, on doit faire ce que l'on a prévu de faire. Et donc, il n'y a rien de pire que d'essayer de faire rentrer un pied qui est chose du 44 dans une chaussure de 32. Donc, ça ne va pas. Eh bien, au cinéma, c'est la même chose. Il faut essayer de toujours viser juste par rapport aux moyens dont on dispose. Et donc, de prendre les dispositions pour rendre le tournage et la réalisation possible avec, disons, un confort de création le plus grand possible. Mais c'est toujours le jeu au départ, quoi. On a évoqué ces jours-ci cet objet que personne ne voit circuler, cet objet assez étrange qui pour nous, je parle pour moi, un technicien du cinéma, devient l'objet sacré par excellence, qui est le scénario. Est-ce que les scénarios des écrivains réalisateurs sont très écrits, sont très littéraires? Est-ce que c'est une étape pour écrire cette chose qui est effectivement transitoire, qui est effectivement un outil, mais un outil infiniment précieux parce que le film au départ il est là et que c'est avec cet objet écrit qu'effectivement on doit inspirer du désir aux producteurs, aux comédiens. Est-ce que pour vous c'est un soin et un goût particulier d'écrire cet autre objet qui n'est ni un roman et qui n'est pas encore le film, qui est le scénario? Le scénario, moi j'ai reçu une leçon de scénario un soir formidable par Konchalovsky. Konchalovsky nous a expliqué une chose que je pense nous partagerons tous ici. Konchalovsky expliquait, le scénario, il faut l'écrire 3 fois. 50 pages pour les producteurs, parce que c'est le maximum qu'ils puissent lire. C'est vraiment le bout du bout. Ensuite, 280 pages pour les acteurs, pour qu'ils aient le sentiment de jouer vraiment quelque chose d'important. Et puis ensuite, on écrit le scénario qu'on va tourner, et ça, on ne le montre à personne. Mais le scénario, c'est la fausse monnaie par excellence. Et donc, il faut assumer une part de littérature, puisque j'enfonce une porte ouverte. Le premier spectateur est un lecteur, donc il faut qu'il soit capable de lire et qu'il comprenne quelque chose, puisqu'on ne peut pas demander non plus à ceux qui sont les décideurs d'avoir une imagination cinématographique. Ils sont là à lire des choses. Il faut que ça leur dise, comme à des lecteurs, ce que ce sera. Mais en même temps, on sait bien que c'est de la fausse monnaie, dans la mesure où ce qui est écrit et ce qui sera filmé sera forcément de l'ordre du malentendu par rapport au lecteur. Donc il y a toujours ce rapport trouble avec le scénario. Et le scénario ne garantit rien, contrairement à ce qu'on croit. Parce que vous lisez les scénarios de Robert Bresson,
et vous tenez les côtes de rire, parce que c'est d'une naïveté de l'ordre du petit catéchisme. Il est un immense cinéaste. Ce qu'il faisait à partir de ça était extraordinaire. Moi, j'ai été l'assistant de René Alliot, qui était sans doute le meilleur écrivain de scénarios que j'ai rencontré de ma vie. Les scénarios de René sont réellement des chefs-d'œuvre qu'il a malheureusement très souvent gâchés par le tournage. Donc, vous voyez, c'est forcément quelque chose de faux. Et c'est vrai que c'est malheureusement encore aujourd'hui la monnaie d'échange, d'échanger des mots contre des images, mais on sait bien que c'est un marché de dupes. Le scénario, enfin moi j'ai le sentiment que le scénario ne vous appartient pas, il appartient à personne. Bon, c'est un plan de travail pour tout le monde et chacun y met son grain de sel. Et donc la lutte à chaque fois, pour moi en tout cas, c'est de dire non, ça on change pas, ça on change pas, ça on laisse ça. Et c'est toujours chacun se croit permis avec un scénario d'intervenir et de conseiller au réalisateur de changer si tu as écrit cette scène-là, est-ce que c'est vraiment important, on peut pas la tourner, ça coûte trop cher, tu peux pas la refaire dans un appartement, non, je veux ça. Donc c'est toujours une lutte, c'est pas un objet fini un scénario, c'est un objet de transition. Donc il ne vous appartient pas et c'est un petit peu, tout le monde se met autour de la table en permanence et essaye de l'adapter. Le décor a une vision du scénario, la musique, les costumes, et chacun vient vous voir pour essayer de le changer à chaque fois. Donc c'est un objet mouvant, et à la fin, qui donne un film, mais le film n'est jamais forcément très proche du scénario. Parce qu'après, il y a le montage qui va encore tout changer. Parce que ce qu'on écrit sur un scénario ne va pas forcément, enfin moi j'ai toujours ça, ne donne pas forcément un film. Il y a la première séance de montage où on fait le bout à bout, on regarde le scénario tel qu'il a été écrit, on le voit en image. Généralement, on n'a pas le film, quoi. Il est pas, voilà. Donc il faut tout changer, tout adapter. Et c'est vraiment un objet de transition, ce scénario. Oui, parce que c'est un outil, c'est vrai, vous avez absolument raison. C'est un outil destiné aux différents postes, aux acteurs, etc. Et donc c'est un outil. Et un outil est fait bien pour être travaillé lui-même. Et pourtant, c'est un outil d'écriture, c'est de la création. Mais personne ne le prend vraiment au sérieux, cet outil. C'est un objet qui va servir à multiples interprétations. Et à la fois au départ, au tout départ, les premiers techniciens qui reçoivent ce scénario, parfois très en amont par rapport à la préparation du film, c'est là et uniquement là qu'ils doivent tirer toutes les informations, mais aussi toutes leurs propres possibilités de rêverie, de travail personnel. Donc c'est vrai que c'est un enjeu humain aussi, de séduction, enfin de donner envie. Et quand je parle des comédiens, moi je parle aussi beaucoup aux techniciens parce qu'on se parle des scénarios, on est émerveillé, et c'est émerveillant parce que c'est pas si souvent qu'on est émerveillé par un scénario, par le pur plaisir aussi de la lecture tout à fait initiale, la première fois qu'on entend parler de ce projet. Oui, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais osé écrire le scénario de mes propres films et puis de mes propres adaptations. Parce que j'ai fait, par exemple, pour mon prochain film, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Tagore, ça je l'ai écrit, le scénario. Mais pour Terre et Cendre et pour Pierre de Patience, j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'écrire le scénario pour que je puisse avoir une certaine distance par rapport à mon livre. Et après, je reprends, bien sûr. Entre-temps, il y avait quelqu'un d'autre, un producteur, qui avait racheté les droits de mon deuxième livre, Les 1000 maisons du rêve et de la terreur. Il avait donné à quelqu'un d'autre pour écrire le scénario. Et quand j'ai lu le scénario, j'étais horrifié parce que ce sont des mémos. C'était vraiment, il avait copié-collé de mon roman. Et ça j'ai pas pu supporter ça, bien sûr. Et ça, j'ai besoin que le scénario me donne beaucoup de distance par rapport à mon livre. Ouais, mais par contre, j'aime toujours écrire le traitement et le synopsis. Ça, c'est un bonheur. Oui. Alors, le traitement, c'est que ce soit avant le film et puis le synopsis après avoir monté le film, ça,
c'est un plaisir, oui, ça, c'est un objet précieux pour moi. Et je suis même très, très chiant pour le synopsis de mes films. Parce que là, chaque mot doit évoquer quelque chose chez le lecteur qui deviendra le spectateur de mon film. Oui. Oui, il y en a très peu finalement, mais il y en a quand même quelques-uns de scénarios qui ont été édités. Et c'est vrai que c'est un objet et une langue, là encore, pour le coup, privée, particulière, qui a aussi une possibilité d'évocation assez incroyable. Mais sinon, moi je pensais dans votre situation donc d'écrivain et de réalisateur, est-ce que l'idée même d'incarner, enfin, que les personnages que vous avez écrits soient incarnés par des comédiens, est-ce que ça participe vraiment du grand plaisir de passer à la réalisation? Est-ce que le rapport avec les comédiens, c'est primordial dans ce... C'est fondamental, quoi. C'est le but, hein, c'est eux qui vont donner vie à l'histoire. Et il y a des phrases, je sais pas, que vous avez écrites que vous trouvez assez anodines. Tout d'un coup, un bon comédien vient et leur donne une ampleur incroyable. Vous dites, waouh, on est juste là pour les servir, en fait, finalement. Et il n'y a rien de plus magique qu'un bon comédien, puis il n'y a rien de plus terrible qu'un mauvais comédien, quoi. C'est un peu... à chaque fois quand je commence le travail avec un comédien, je leur dis une chose, écoutez, le travail d'un romancier ou d'un scénariste, même d'un réalisateur, c'est quoi? C'est de mettre son personnage dans la merde. Et c'est au comédien de l'en sortir. Et c'est vrai, eux, ils les aident d'abord par leur questionnement, chaque fois, et puis de temps en temps même, ça nous guide vers aller vers de créer un autre personnage très différent de livre. Là, pour Pierre de Patience, que vous allez voir, j'ai eu la chance de travailler avec cette comédienne iranienne qui est extraordinaire. Alors, avec elle, on a travaillé de sorte que toute l'ambiguïté de ce personnage se révèle d'un seul coup. Alors que si on parle de l'ambiguïté d'un personnage dans le roman, on doit tout expliquer. Alors qu'au cinéma, avec un même plan, dès par exemple, on assiste entre son regard, ses gestes, ses mots, sa voix, donc d'un seul coup, vous pouvez créer une palette d'émotions, une palette de contradictions, une palette d'ambiguïté, ce personnage, bien sûr. Oui, enfin, là, c'est certain. Je suis absolument convaincu que les comédiens sont la part essentielle de ce que nous sommes. On peut faire toutes les acrobaties que l'on veut à la caméra. Si on n'a pas les acteurs qui sont ceux qui sont les personnes les plus justes pour le film, il n'y a pas de film. Et moi, je sais que je travaille beaucoup en amont avec les acteurs. Quand on a tourné en compagnie d'Antonin Artaud avec Samy Frey, nous avons travaillé ensemble pendant 8 mois avant de tourner. C'était un peu comme une psychanalyse, d'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, puis au bout de 8 mois, je lui ai dit, Samy, il serait bien que nous tournions le film. Donc on a tourné le film. Quand j'ai tourné Les Vivants et les Morts, on a répété pendant 4 mois et demi, pendant très très longtemps. Parce que, bien entendu, il faut là aussi se dégager de la littérature. J'ai vu une expérience qui pour moi a été déterminante. Quand j'ai tourné Vive la Sociale, j'avais écrit le scénario avec Jacques Audiard. Et dans Vive la Sociale, dans le livre, il y a une scène amusante où le père fait les mots croisés de l'humanité et cherche la bonne définition. Et la bonne définition s'avère être Lénine à dictateur. Donc évidemment, ça fait désordre. La scène était très bien à lire, comme ça. Et moi, j'avais un doute quand même. Elle avait été reprise vraiment telle que dans le scénario. Et aussi bien Jacques que Yves Robert trouvaient ça très bien. Bon, j'ai finalement tourné ça. La scène est amusante parce que la chute est amusante. Mais c'est pas vraiment ça. Parce que justement, je n'avais pas donné aux acteurs les 4-5 phrases supplémentaires qui leur auraient permis de la jouer avec plus de fluidité, plus d'élégance, plus d'ironie, plus ce qui manquait, quoi. Et donc,
j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait faire très attention à ça, puisque la nature de l'ellipse littéraire n'a rien à voir avec les nécessités du jeu. Et donc, c'est toujours une illusion de croire que l'on peut prendre le dialogue d'un livre qui paraît tellement naturel, tellement vrai, et de le transposer directement au cinéma. Ça tombe à plat. Il n'y a qu'à faire l'essai sur le livre que vous aimez, lisez à voix haute les dialogues, vous verrez que ça ne marche pas. Et donc, si je repense au Vivant et l'eau mort, qui était quand même une très longue entreprise, j'ai tout réécrit en fait, tout, absolument tout. Pourquoi ? Bien parce que pour rapprocher des acteurs, des personnes réelles, les mots que j'avais écrits. Et donc, il ne fallait pas que ce soit les mêmes, il fallait que ça leur aille à eux vraiment du sur-mesure. Et ce travail-là, je le fais vraiment systématiquement. Et c'est ça, c'est la part de création que je trouve finalement la plus passionnante, la plus excitante, etc. Alors ça demande aussi des acteurs qui savent lire. C'est déjà, ça fait un certain tri. Et puis voilà. Mais ce travail-là, il est un travail très important. Dans le film que vous verrez ce soir, le travail était encore plus amusant puisqu'il fallait non seulement tout ça, mais en plus le faire en alexandrin. Donc il fallait avoir la pratique et la culture de l'alexandrin. Moi, c'est marrant, je suis complètement opposé à ta façon de travailler. C'est-à-dire, je répète pas du tout. Je suis entouré de comédiens qui détestent répéter. Bon, généralement, ils détestent répéter. Donc, nous, on débarque sur le plateau avec le texte que j'ai écrit. Puis on y va. Et je recherche absolument la spontanéité, à tort ou à raison. Bon, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour obtenir de la spontanéité en ayant répété 8 mois. Mais parce que la spontanéité, elle est qu'à partir de ce moment-là, libérée de toute l'angoisse de choses, disons, techniques. Bon, si on prend l'exemple d'Antonin Artaud, la question importante était la question de la langue. Le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, la scansion d'Artaud était très particulière. J'avais adapté le journal d'un jeune poète qui s'appelait Jacques Provel, qui a suivi Antonin Artaud pendant les 18 derniers mois de sa vie, et je savais par tous les amis, les amours, les compagnons d'Artaud, qu'il n'y avait pas là non plus de hiatus entre sa façon de s'exprimer oralement et sa façon d'écrire. Donc, que ce qu'avait noté Provel était juste à 99%, pour pas dire 100%, que c'était exactement comme ça qu'il parlait. Or, les phrases étaient si particulières, si exceptionnelles, etc., qu'il y avait le danger de faire une sorte de collier de perles de phrases plus extraordinaires les unes que les autres. Il fallait bien que Samy les avale pour que ça devienne naturel. Eh bien, ce travail d'enfouissement dans le corps, d'enfouissement dans les moelles, ça a pris tout ce temps pour que ça paraisse absolument simple et ça ne paraisse pas quelque chose d'extravagant, etc. Eh bien, c'était là le naturel, il est parfait. Là, sur le grand retournement, où il s'agissait de jouer en alexandrin, mais de les jouer parlés, et non pas selon la tradition théâtrale classique, en respectant la césure, la diérèse, etc. Là, c'était le même travail. Il fallait, là aussi, pour avoir justement cette spontanéité, ce naturel, que cette chose soit si enfouie que ça ne pose plus de problème. Et quand on arrive sur le plateau, qu'on puisse avoir d'autres idées, puisqu'on sait qu'à minima, on sait qu'on est appuyé sur quelque chose de très sûr. Et ça n'enlève, je crois, pas du tout de spontanéité, parce que à partir de ce moment-là, la spontanéité, elle est plutôt dans l'idée de ne faire qu'une prise ou deux, de se dire, voilà... Hier, on a montré un film qui s'appelle Les 5 parties du monde, où il y avait un véritable exploit d'actrices 5 ou 6 actrices face à la caméra, à un moment racontaient leur vie comme si c'était la leur. La contrainte que je leur avais donnée, alors que nous avions travaillé avant pour mettre au point le texte de ce qu'elles auraient à dire, était de ne faire qu'une seule prise, avec comme unique consigne, pas de larmes. Parce que, bon, c'est trop facile pour une actrice en difficulté qui se met à pleurer, et ça fait la farce, comme on dit. Je veux dire, bon, vous tournez avec Charlotte Gainsbourg, c'est pas difficile, elle pleure à la demande. Donc, d'un seul coup, il n'y a plus de jeu, il y a des larmes. Et là, c'était ça. Donc, vous voyez, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas, cette préparation, ce travail sur soi, ce travail sur le texte, ce travail sur le rôle, etc., est finalement une assurance pour se dire, oui, on peut avoir des idées, oui, on peut faire autre chose, puisqu'on sait déjà qu'à minima, on fera ça, et que là, on sera juste. Alors,
Risquons donc de se lancer dans une autre aventure. Enfin, il faut dire qu'économiquement, c'est un luxe parce qu'aujourd'hui, les comédiens ne sont pas disponibles pour travailler 8 mois, quoi. On les a une semaine avant, quand ils sont très occupés, et donc je ne sais pas comment tu fais pour les avoir 8 mois, quoi. C'était par pure conscience professionnelle de la part de Samy Frey, de Marc Barbet et des acteurs qui ont tourné avec moi. Et voilà, c'était en dehors de tout contrat. Oui, justement, ça dépend des acteurs aussi. Certains acteurs ou actrices demandent justement de venir sur plateau sans avoir de dialogue en tête et puis travailler. Et puis selon les histoires aussi, selon le scénario. Donc, et par exemple, moi, quand j'ai travaillé avec nos comédiens professionnels, comme disait Abbas Kiarostami, donc c'est vrai, c'est difficile de leur apprendre par contre le texte. Parce que d'un seul coup, on tombe dans une sorte de jeu très très mécanique. Et donc il fallait c'est un travail de psychanalyse avec eux pour les amener vers ce que vous voulez donc avoir dans le film. Mais quand on a la chance de travailler avec Samy Frey, bien sûr, on se permet donc tout ça Enfin, moi j'ai toujours travaillé avec des acteurs avec qui je pouvais rentrer dans ce type de travail. J'ai écrit le scénario de Marquise de Vera Belmont. J'avais pu faire ce travail avec tous les acteurs, sauf avec Sophie Marceau, qui justement pensait que ça l'empêchait de créer, de répéter, ce qui fait qu'elle n'a pas compris un traître mot du dialogue qu'elle avait à dire. Et puis, pour là aussi être tout à fait dans la création immédiate, elle n'a pas lu non plus Andromaque de Racine, juste les 4 vers qu'elle avait à dire parce que ça la perturbait de lire la pièce. Je veux dire, là, on ne touche vraiment aux confins de la bêtise absolue, la négation de ce qu'est le rôle d'un acteur, quoi. Je sais pas, quand on voit par exemple Looking for Richard et qu'on voit les acteurs américains réfléchir sur Richard III, moi je suis tout à fait de ce côté-là du cinéma. Je veux dire, j'ai besoin de ça. Je veux dire, ça me renvoie quelque chose qui me stimule, qui me donne envie et qui me permet d'aller plus loin dans la façon de faire les films. Donc tu as pu retravailler avec Sophie Marceau, si j'ai bien compris. Non, d'ailleurs, non. Je n'ai pas envie, non, merci. Mais donc ce qu'on appelle la direction d'acteur, le fait d'être le romancier et donc d'avoir toute cette nourriture en réserve et de la psychologie ou de la nature même de l'histoire ou des personnages, c'est quelque chose qui est presque naturel, enfin ça s'apprend. Et c'est pas si évident que romancier, on sache comment obtenir des choses des comédiens, comment on leur parle, comment on joue avec eux, comment on triche avec eux aussi. Ça dépend ce qu'on cherche à sortir d'un acteur, d'une actrice. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'abord travailler par rapport à mes romans, personnages de mes romans, trouver avec l'acteur ou l'actrice les failles de mon personnage. Ça m'aide énormément. J'oublie tout ce que j'écris et puis tous les qualificatifs de mon personnage. Ça, au début, je leur demande de sortir tous les adjectifs possibles sur mon personnage. Une fois que sorti, je mets de l'autre côté et dis maintenant, trouvons ces failles. Donc c'est ça. Et ça m'aide énormément. Par exemple, je ne veux pas qu'un méchant joue le rôle d'un méchant. Donc toujours, je leur demande de jouer le contraire. Parce qu'un méchant ne veut jamais se montrer méchant dans la société et dans la vie. Donc il y a autre chose. Et pareil, dans Père de patience, l'actrice pouvait bien jouer une femme hystérique, etc. Mais non, au début, on dit ok, tu commences comme ça, mais sachant que toi, tu pourrais aimer cet homme que tu détestes. Alors pense plutôt à ça, à ce moment-là. Et ainsi de suite. Donc ça, toutes ces failles, ça m'aide énormément. Évidemment, on triche de temps en temps parce qu'on utilise même les failles des acteurs, des actrices dans leur vie. Dans leur vie. Bon,
ça c'est une autre histoire. Enfin, avec les comédiens, il y a quand même une part de mystère. Il ne faut pas chercher à comprendre et à tout contrôler, parce qu'il y a quand même, enfin moi j'ai l'impression des fois de voir de la magie et on ne peut pas tout contrôler quand on est metteur en scène. Donc quand ils interprètent votre texte d'une façon complètement surprenante, voilà, vous n'essayez pas d'analyser le pourquoi, le comment, c'est comme ça. Il y a quand même une part de chance quand on fait un film, quoi. Moi j'essaie de pas tout contrôler, de laisser toujours une grande part d'incertitude et de toujours comme ça pour qu'il y ait ce naturel qui soit à l'écran. Mais l'interprétation, c'est toujours la récompense. Ouais. C'est quand on voit soudain quelque chose bien au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Et c'est ça, c'est là tout le grand talent des acteurs, c'est d'arriver à nous surprendre et d'arriver à montrer quelque chose qui révèle une partie du personnage que soi-même n'avions pas réellement atteint ou pas trouvé. Moi, je sais que je donne aucune indication d'ordre psychologique et je me dirige les mouvements parce que ça, je trouve que c'est plus important que tout, de savoir comment on se déplace dans l'espace, quel rapport on a avec la lumière, etc. Et puis ensuite, les acteurs font leur métier. Et il suffit de modifier. La question est souvent une question de rythme. Je reprends l'histoire en compagnie d'Antonin Artaud. Il y a une scène que j'ai tournée 4 fois avec Samy Frey, qui d'ailleurs n'est pas dans le montage. On tourne une première fois, on voit les roches. C'était pas ça. Donc j'ai dit à Samy Frey, cette direction d'acteur que je trouvais très bien de René Clair, je lui dis jouez plus vite. Donc on tourne une deuxième fois, il joue plus vite, on voit les roches et c'était toujours pas ça. Alors on tourne une troisième fois, jouer plus lentement. Alors il joue plus lentement, c'est pas ça. Il joue une quatrième fois et c'était toujours pas ça. En même temps, finalement, cette scène qui n'est pas montée appartient à l'imaginaire du film, appartient à sa mémoire, appartient à la nourriture des autres acteurs qui étaient dans la pièce avec eux, etc. Donc il y a cette chose-là. Et puis, c'est ça qui est important. Enfin, moi, je crois beaucoup au dispositif. Et si je fais de la mise en scène, c'est toujours en essayant de placer les gens physiquement dans des situations qui signifient quelque chose. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Je sais pas, enfin, ça paraît tout bête, mais il y a une scène dans Les Vivants et les Morts où la fille apprend à sa mère qu'elle a eu le bac avec la mention très bien et qu'elle est enceinte. La mère, folle de rage, se met à lui taper dessus. Et bien entendu, c'est la mère qui pleure, c'est pas la fille. Donc, ça peut paraître un détail, mais c'est très fort dans la scène de se dire ça, de se dire que c'est pas à la fille de pleurer, c'est à la mère qui de pleurer. Bon. Voilà, ça me paraît des choses vraiment importantes, quoi. Le reste, la mise au point du dialogue, etc., on l'a fait avant. Il y a aussi, je sais pas, j'aimerais vous poser la question, parce que moi, il y a aussi un moment que je trouve très important, qui est le moment où on fait les costumes. Et moi, je passe beaucoup de temps sur les costumes, à travailler les costumes, à faire les essayages, à voir les choses, etc. Et parce que je crois que là aussi, moi je suis pas du tout acteur, mais si j'étais acteur, je pense que ça serait important de savoir ce que je porte. À la fin des Vivants et les Morts, par exemple, Marie de Narnaud porte un tailleur et des chaussures à talons, etc. On a cherché longtemps parce qu'il fallait que ça soit un costume qui lui était offert par le médecin chez qui elle vivait. Donc c'est un homme qui a choisi ça, qui a une certaine idée de ce que doit être l'élégance. En même temps, c'est quelque chose où elle n'était pas très à l'aise, qui la boudinait un peu, etc. Or, dans la scène qu'elle devait jouer, elle devait être particulièrement mal à l'aise. Mais on est allé très loin dans le choix des dessous, etc. Enfin, elle a choisi des choses pour que ça soit ça. Ça, je trouve ça très important. Je trouve ça très important parce que soudain, rien que d'enfiler la culotte qui gratte et le tailleur qui boudine, d'une certaine façon, on est prêt à tourner. Et alors, comme tu dis, vous mettez le personnage dans la merde et puis voilà, que le acteur il va s'en sortir. Oui, c'est vrai que le costume c'est fantastique.
cette partie de travail avec les acteurs, moi j'aime toujours répéter avec les costumes, tout le temps, et jusqu'à ce que vraiment elles se trouvent dedans, qu'elles trouvent leur personnalité, aussi de temps en temps les vêtements qui s'imposent au personnage et puis aux comédiens. C'est un travail pour mon premier film, c'est que je ne voulais pas recréer des costumes. J'achetais des costumes très neufs et je me promenais dans la rue en Afghanistan et je donnais ces costumes neufs aux gens et je reprenais leurs costumes usés. Et je mettais... Et là, je parlais justement parce que je disais au personnage, voilà, comme ça, il peut, en s'habillant avec les habits de mon frère, les vêtements de l'autre, donc petit à petit, elle entre aussi dans la peau de ce vieillard qu'on a vu, par exemple, dans le nord d'Afghanistan. Voilà. Moi, je sais que c'est toujours l'agonie, la discussion costume, surtout les chaussures avec les comédiennes. Elles font une fixation sur les chaussures. Et j'avais fait un film qui s'appelle Le plaisir de chanter. Il y avait Marina Foïs. On ne trouvait pas les chaussures qu'elle allait porter. Je lui ai dit, je sais pas, fous n'importe quoi, je n'ai rien à foutre. J'ai pas, mais comme, elle me dit, mais comment t'as pas pensé aux chaussures? Je dis non, j'ai pas pensé aux chaussures qu'elle porterait. Donc, on a fait une séance avec plein de chaussures, puis je lui ai dit, bon, ben c'est celle-ci. Et puis elle a dit, ah ouais, super idée et tout ça. Mais c'était des petites bottines qu'ils avaient achetées chez André, en fait. Et donc ça lui a permis de construire son rôle autour de ces petites bottines à 20 € et qu'elle a adoré, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je la vois dans le film avec les petites bottines, je me dis, elle a raison. C'est important pour une comédienne de savoir quelles chaussures elle met. Et j'ai eu la même discussion avec Julie Gaillet dans La confusion des gens. Elle me dit, mais quel genre de chaussures je vais mettre? Et je débutais, je dis, écoute, franchement, je n'en sais rien, tu mets ce que tu veux. Et donc, on a choisi, et ça a été des discussions qui n'en finissaient pas sur la hauteur du talon et le pied, machin, et truc. Mais bon, finalement, quand je la vois à l'écran, elle avait raison. Ça lui a permis de se tenir et de se mouvoir dans le film. Et, c'est très important, les costumes. Et là, dans le film que vous allez voir tout à l'heure, il y avait Aurélien Recoing qui joue le pape. Il me dit, Aurélien Recoing est assez grand et le costume du pape qu'on avait fait venir d'Italie était un peu petit. Donc il me dit, moi il me faut un costume à mes mesures et tout ça pour que je puisse incarner le pape. C'était très compliqué d'incarner ce pape. Et pareil, donc on lui a fait de toute urgence un costume à ses mesures pour qu'il puisse tout d'un coup se sentir pape. Et, enfin, un comédien sans le costume n'est pas encore le personnage, quoi. Non, mais je suis ravi que vous parliez de ça, du corps. Moi, je suis très frappé, par exemple, de voir que, bien évidemment, le comédien est sacré. Il incarne, il est sacré pour l'ensemble du plateau. Mais moi, j'ai toujours été très frappé de la dimension très physique de ce que c'est un tournage et des gestes aussi des techniciens. Là aussi, il y a les choses justes. Ou pas, et que physiquement c'est très émerveillant, comme un vrai ballet, comment tous ces gens différents prennent en charge chacun exactement à au poste juste et adéquat. Et effectivement, quand ça marche bien, un plateau, c'est un ballet à voir avec une gestuelle physique tout à fait impressionnante. Et finalement, ça se voit aussi à l'œil nu, la densité ou la justesse de ce qui se passe sur le plateau par les corps des gens ou les gestes des gens. Ça peut être un truc que moi je suis extrêmement touché d'avoir passé ma vie professionnelle là, quoi. Le corps d'un personnage ou de l'acteur, l'actrice, c'est vraiment sa manière de bouger, sa manière de filmer, se développe en fonction de sa relation avec la caméra. J'aime toujours, voilà, en dehors de travail que je fais avec mes acteurs, mais avec mes comédiens, qui passent un temps aussi avec le cadreur, avec le chef machinot qui pousse le travelling. Même en dehors de ça, de rester même quand on ne répète pas, mais quand on est comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il s'installe un bon rapport entre eux. Et là, je trouve ça c'est fantastique, comme ça, quand petit à petit, on voit comment les acteurs, les actrices, parce qu'elles savent très très bien, souvent, comment
justement se placer devant la caméra, comment absorber la lumière, justement certaines. Mais les actrices savent pertinemment que le deuxième personnage le plus profondément important pour elles après le réalisateur, c'est le chef opérateur. Oui, il est quand même essentiel qu'ils aient de bons rapports. Oui, le contrat. C'est la célèbre réplique de Greta Garbo qui conseillait de coucher plutôt avec l'opérateur qu'avec le metteur en scène. Oui, en fait, elle avait raison. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe très souvent. Les chiennes. Oui, mais il y a aussi ensuite l'ingénieur son quand même, il ne faut pas oublier, toujours, avec mais son déplacement, etc. Moi, je sais que quand je fais une prise, la première personne vers qui je me retourne, c'est pas le chef opérateur, c'est l'ingénieur son. Ouais, je dis comment ça sonne aux oreilles, est-ce que c'est bon, c'est juste Et généralement, s'il me dit recommence là, c'est que chez lui, il a trouvé un... Parce que nous, on n'a pas le temps de tout regarder non plus. C'est Marcel Pagnol qui dirigeait les acteurs uniquement de la cabine sombre. À l'époque, il n'y avait pas... parce qu'il expliquait très justement que s'il voyait jouer Rému, s'il était sur le plateau, il le trouverait formidable. Si simplement il l'entendait, il n'y avait pas de retour image, il se rendrait compte s'il y avait des choses à améliorer. Je pense que c'est effectivement très juste d'avoir toujours l'oreille aux aguets. Oui, c'est de la musique quand même, le jeu des acteurs. Donc ils peuvent jouer très faux. Et c'est le premier à le savoir, c'est l'ingénieur son. Et quand je vois sa tête, généralement en train de tirer une tronche, je le refais, quoi. C'est parce qu'il est sourd, comme tous les ingénieurs, il n'a rien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on parle de mise en scène et tout. Quand on écrit un roman, on n'a pas tout ça, quoi. On est seul, on est dans le cocon, et on n'a pas scoltiné les chaussures et le truc et le plan de travail, et le plan de travail. Les camions. C'est vraiment, je pense, en débattant là, que le metteur en scène dans le roman, c'est le lecteur. Il est là, on lui met ça entre les mains, et c'est lui qui est son propre réalisateur et qui fait son propre film. Et donc peut-être que la réalisation, c'est le contrôle ultime. C'est là où on assied les gens dans une salle et on leur montre le roman tel qu'on veut qu'il soit vu, qu'il soit ressenti, avec la musique, les acteurs, le rythme et tout ça. Donc c'est vraiment autre chose. Moi je pense que j'avais envie de terminer justement là-dessus, sur l'idée qu'un écrivain, un réalisateur, c'est en fait un réalisateur qui lit des films. Tu peux recommencer, pardon, parce que... Moi, je suis pas très fort aux doubles négations. Dans l'idée qu'on parle d'une nouvelle écriture cinématographique à partir de l'écriture littéraire, mais on peut dire qu'effectivement aussi c'est juste aussi une nouvelle lecture, une nouvelle façon de lire. On lit un film aussi, voilà. Et on regarde un roman. Voilà. Et vice-versa. Je pense qu'on va être un petit peu pris par le temps et on va donc... C'est dommage parce qu'on était parti sur un truc là, vraiment. Merci infiniment. Et donc n'oubliez pas les séances évidemment des 3 films à venir.